et sur un sujet qui lui tient à cœur, puisque nous allons parler des zones à faible émission au niveau de l'agglomération, mais le président Jourdan a souhaité que cette réflexion de la ZFE, on la mette pas seulement sur l'agglomération multienne, qui est la principale concernée, mais que toutes les EPCI du sud d'Alsace et du Haut-Rhin soient intégrées à notre réflexion sur la mise en place de cette ZFE sur l'agglomération multienne. Et donc il y aura des débats et des réunions de préparation avec l'ensemble des EPCI. Mais nous avons la chance d'avoir un fer de lance qui s'appelle l'AFU, et en la personne de Stéphane Dreyer et Didier Taverne, c'est eux qui vont vous présenter les principaux enjeux pour notre agglomération et pour le sud d'Alsace. Et donc je ne vais pas être plus long, je vais leur donner la parole en vous disant que nous aurons l'occasion encore de discuter après cette présentation autour du verre de l'amitié à la fin de l'exposé. Voilà, bonne réunion à vous. Merci Monsieur le Président. Tout le monde entend? Oui. C'est pas top, j'ai pas envie. Là c'est mieux? C'est clair. Il faut parler fort. C'est clair. Là c'est mieux? Oui. Je vais essayer de parler fort. Comme ça, vous me comprendrez bien. Donc on va tout d'abord se présenter. Donc on est deux intervenants, Stéphane Dreyer, donc moi je suis chargé d'études principales mobilité réseau à la URM, et je suis accompagné aujourd'hui de Didier Taverne, qui est directeur d'études socio-éco à la FUT. Excusez-moi, j'ai dit à URM, non c'est la FUT. Donc il faut que je me fasse des fiches et que je m'entraîne un petit peu. Donc aujourd'hui, on est dans un format classique d'avant-midi. On vous propose un premier temps de présentation qui nous amènera à peu près jusqu'à 11h35, 11h40. Après, on aura un temps de discussion, de questions-réponses jusqu'à midi. Et à midi, on aura un verre de l'amitié. C'est la partie conviviale, auquel vous êtes bien sûr toutes et tous cordialement invités. Donc cet avant-midi se cale sur 4 publications que l'agence d'urbanisme a récemment publiées. Donc c'était en 2022, concernant la zone à faible émission mobilité. Donc dès janvier 2022, on a réalisé une étude sur les enjeux de la création d'une zone à faible émission mobilité. Dans le cadre de cette publication, il s'agissait de pointer les enjeux. On avait également une autre publication qui est parue à l'été. Donc là, c'était des grands chiffres clés de la ZFE par rapport au parc de véhicules, par rapport au réseau de transport en commun, par rapport aux entreprises potentiellement impactées. Et après, on a réalisé également 2 zooms par rapport au parc de véhicules potentiellement impactés et les coûts que ça pouvait générer, ainsi qu'un retour d'expérience sur les initiatives ZFE en France. Donc notre présentation, elle va s'organiser en 3 grandes parties. Une première partie où on sera plus sur du diagnostic, avec les grands chiffres clés, les grands constats. On aura une deuxième partie qui sera consacrée aux enjeux, aux questionnements, aux différentes options qu'a le territoire par rapport aux ZFE. Et en introduction, on présentera un petit peu ce qu'est une ZFE, pourquoi elles sont mises en place. Alors, la ZFE, c'est une obligation. Pourquoi? Alors, aujourd'hui, en France, on estime que 47 000 personnes décèdent prématurément en raison de la pollution routière chaque année. Donc, c'est un chiffre qui est considérable. Et au niveau français, l'État français s'est fait condamner à plusieurs reprises par la Cour de justice de l'Union européenne pour dépassement des seuils de pollution au niveau d'un certain nombre d'agglomérations. Donc c'est pourquoi le législateur a mis en place les ZFE avec un objectif premier, c'était réduire la pollution générée par les transports
pour une meilleure santé. Donc c'est avant tout un objectif santé. Et sur cette courbe-là, on résume un peu l'état de fait. Donc là, c'est les émissions de dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote, c'est vraiment le marqueur de la pollution routière. Donc globalement, ces émissions, tendanciellement, elles baissent. Avec les progrès de la motorisation, avec les moteurs propres, etc. Avec la ZFE, on va accélérer cette baisse. Donc on va atteindre plus rapidement un air plus pur dans nos collectivités. Alors, la ZFE, pour atteindre cet objectif, elle va devoir imposer de nouvelles contraintes, c'est-à-dire les véhicules les plus polluants seront sans doute interdits, mais c'est une opportunité pour améliorer le cadre de vie. C'est-à-dire que les collectivités vont pouvoir travailler sur leur espace public pour que les déplacements à pied et à vélo puissent se faire dans de bonnes conditions. Elles vont pouvoir renforcer et développer leur réseau de transport en commun. Elles vont pouvoir vraiment créer un cadre de vie amélioré. Et on va pouvoir également verdir les flottes de véhicules avec des véhicules propres, type voiture électrique que tout le monde connaît, mais également des bennes à ordures hydrogène, des bus au gaz. Donc, si je puis dire, avec la ZFE, on fait tout double, puisqu'on répond à un objectif d'amélioration de la santé, on répond à un objectif d'amélioration de réduction des gaz à effet de serre, et on répond également à un objectif de cadre de vie, de qualité de l'air. Alors, en France, on aura 43 ZFE dans moins de 2 ans, avec sur la carte les petits points bleus. C'est les ZFE qui ont été instaurés par la loi d'orientation des mobilités. Ce sont les agglomérations comme Strasbourg, Paris, Rouen, Grenoble, Toulouse, qui dépassaient régulièrement les seuils de pollution. Donc ces agglomérations devaient mettre en place une ZFE dès 2021. Et la loi Climat et Résilience a élargi le spectre des agglomérations concernées, puisque toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, dans le cadre de la loi Climat et Résilience de 2021, doivent mettre en place une ZFE mobilité à un horizon 1er janvier 2025. Donc là, on remarque que ce sont toutes les agglomérations de France et de Navarre qui sont quasiment concernées, dont l'agglomération mulhousienne. Alors, dans le cadre, après avoir posé un peu ce décor général, au niveau de la ZFE, il y a quelque chose qui est très important pour bien comprendre en fait, les éléments diagnostiques qui vont vous être présentés par la suite, c'est la classification critère. Alors la classification critère, elle s'applique aux motos, aux voitures, aux camionnettes, ce qu'on appelle les véhicules utilitaires légers, aux camions et aux cars. Plus la vignette critère a un numéro haut, 3, 4, 5, plus le véhicule est polluant et plus le véhicule est récent. Quand on a une vignette critère 1 ou 2, on a un véhicule plus récent et moins polluant. Après, on a la vignette électrique et les vignettes pour les véhicules au gaz et hybrides. Alors, pour bien comprendre ce tableau, par exemple, si on a M. Martin qui dispose d'une 206 qui est sortie des usines en 2005, une 206 diesel, bah, elle sera en critère 3. S'il avait acheté un véhicule essence en 2005, M. Martin disposerait d'une 206 en critère 2. Si on a Madame Michu qui a acheté une 207 diesel en 2012, elle sera en critère 2. Si elle avait acheté un véhicule essence en 2012, elle sera en critère 2. Donc là, c'est le parc de voitures au niveau de l'agglomération mulhousienne, et on a représenté la part des véhicules polluants. Donc les véhicules en critère 5, 4, 3. Alors l'agglomération mulhousienne compte 160 000 voitures, les Mulhousiens possèdent 160 000 voitures. Sur ces 160 000 voitures, 37% des véhicules sont polluants. Et on a peu de voitures électriques, aujourd'hui c'est quelque chose d'émergent. Et les voitures les plus polluantes se situent dans le secteur de Mulhouse et du bassin potassique,
Donc là, plus c'est rouge, plus on a de voitures polluantes en critères 3, 4, 5. Et c'est les secteurs également où on a les revenus des ménages les plus faibles. A contrario, dans le sud, on a des véhicules beaucoup plus propres, avec des revenus des ménages beaucoup plus élevés en raison de la présence de nombreux frontaliers. Donc on a vraiment un défi pour Mulhouse et le bassin potassique. On a regardé également la part des critères 5, 4, 3 et on a ajouté le critère 2. Critère 2, ça correspond au parc diesel. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des véhicules diesel qui sont vendus en voiture particulière, mais en tout cas, le critère 2, ça regroupe tous les diesels, même les diesels récents qui ont été achetés en 2018 ou 2019. Et là, on aurait 72% de véhicules polluants, y compris le diesel, qui serait impacté. Et là, globalement, on aurait toute l'agglomération de concernés, mis à part le sud de L2A, pour les mêmes raisons que j'ai citées précédemment. Au niveau des véhicules utilitaires légers, c'est les camionnettes, on en compte un peu moins de 20 000 sur M2A, 23% sont polluantes, et on a peu de véhicules électriques. Et ce qu'on remarque, c'est que la part des camionnettes polluantes est relativement faible sur Mulhouse, Brunstadt, Ilzach, Sausheim, Exheim, et l'application est relativement simple, parce qu'il y a des flottes, des grands groupes comme La Poste, comme Enedis, qui disposent déjà de véhicules propres. Par contre, en périphérie, la part des véhicules polluants augmente. Les artisans sont partout, se situent dans toute l'agglomération, donc il y aura vraiment un enjeu, un travail spécifique à avoir sur ces communes périphériques, mais globalement, le message à retenir, c'est que toutes les communes vont être impactées. Au niveau du poids lourd, l'agglomération compte 2400 poids lourds, qui sont principalement concentrés à Mulhouse, à Ilzach et à Sausheim et à Exheim. Et sur le secteur Sausheim et Exheim, on remarque que la part des poids lourds polluants est relativement faible. L'explication est toujours la même, c'est qu'on a de grandes flottes, comme les transporteurs Portman, les transporteurs Lys, les transporteurs GEFCO. Eux sont déjà dans une démarche de disposer de véhicules propres, ce qui n'est pas le cas des tout petits transporteurs ou des petits artisans. Donc il y a un vrai enjeu à travailler sur ce public un petit peu de niche. Par contre, l'une des problématiques les plus importantes, c'est qu'aujourd'hui, on a peu d'alternatives au diesel dans les camions. Il y a des développements qui sont en cours dans les camions à hydrogène. Il y a Hyundai qui va déployer 2500 camions à hydrogène en Suisse à l'horizon 2025. Mais pour le moment, la gamme est relativement limitée et les camions électriques pour la moyenne longue distance, ça ne fonctionne pas. À la différence des bus et des cars, là on est dans un contexte qui est beaucoup plus favorable. Alors, sur l'agglomération, on compte un peu plus de 200 bus et cars. Au niveau du réseau Solea, on a 5 bus électriques en 2022, on devrait avoir environ une quarantaine de bus au biogaz d'ici 2024. Donc 40% du parc va déjà être propre à cet horizon-là. Et il y a un objectif de disposer d'une flotte intégralement propre à un horizon 2032. La région Grand Est a aussi un objectif de verdissement de la flotte autocar au niveau de son réseau fluo, donc il y a une démarche également qui est en cours. Donc je dirais pour l'autocar, ça va plutôt bien et on devrait avoir des véhicules 100% propres d'ici 10 ans. Alors dans le cadre du diagnostic, on a également fait un petit point sur les émissions de polluants, donc le suivi du dioxyde d'azote, qui est vraiment le marqueur, le traceur de la pollution routière. Alors la carte à droite vous présente les concentrations de dioxyde d'azote à l'échelle de l'agglomération. Alors c'est pas un scoop, la pollution la plus forte se situe dans des grands axes, A36, A35, RD 430, RD 1066. Et certaines grandes rues à fort trafic dans la commune de Mulhouse, Franklin-Briand, la rue de l'Acide, Nouveau Bassin.
Donc on a vraiment des grands axes qui présentent de fortes concentrations. Après cette... la concentration, c'est une notion, on peut avoir plusieurs sources de pollution. Là, c'est principalement des voitures, mais on peut avoir d'autres sources. On peut avoir l'industrie qui alimente cette pollution-là. Là, on analyse spécifiquement les émissions générées par le trafic routier. Et on a regardé quels véhicules émettaient le plus. Et globalement, ce qu'on remarque, c'est que la voiture particulière contribue à plus de la moitié aux émissions de pollution émises par le trafic routier. Viennent ensuite les camionnettes et on a les poids lourds et les bus. Donc on a vraiment une forte concentration au niveau de voitures, véhicules utilitaires légers. Et c'est un trafic qui est assez marquant, mais quand on le met en parallèle du trafic routier, c'est assez logique. Le trafic poids lourd aujourd'hui, c'est à peu près 10%, 15% par exemple si vous prenez la 36. Le reste c'est les voitures, c'est 85% de voitures. Donc, la masse du trafic c'est la voiture. Après quand il y a des camions, bien évidemment ça pollue beaucoup plus. Mais il y en a moins. Alors chose importante aussi, très importante, ça c'est une carte un peu phare. On a représenté les navettes domicile-travail qui entrent dans M2A. Et on remarque qu'on a plus de 36 000 personnes qui rentrent depuis les intercommunalités périphériques dans M2A pour venir y travailler. Donc ces 36 000 personnes pourraient être également concernées par la ZFE. Ces 36 000 personnes disposent à peu près à hauteur de 30-35% de véhicules en critères 5, 4, 3. Donc elles seront impactées. D'où l'enjeu d'élargir la réflexion à l'échelle du Haut-Rhin et d'avoir vraiment une démarche construite à une échelle la plus large possible. On a fait un petit détour également par rapport à l'offre de transport collectif. Vous pourriez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui. Ou alors, C'est pas, oui, c'est pas alors j'ai essayé de parler plus fort. Marche pas. Ah, il ne marche pas. Sinon, je le fais sans micro. Alors, sur cette carte-là, on a représenté les alternatives à la voiture en termes de transport. Donc là, les grands axes, ça correspond au réseau ferroviaire, avec la ligne Bertane, Verbal, vers Belfort. Globalement, c'est un réseau de bonne qualité. Là, ah oui, là c'est un réseau de bonne qualité. Ce qu'on a entouré en rouge, au niveau de Colmar, au niveau de Mulhouse, au niveau de Saint-Louis, là c'est des réseaux urbains également qui présentent un bon niveau d'offre. Par contre, dès qu'on sort des agglomérations ou des voies ferrées, l'offre est vraiment limitée. On n'a qu'une offre autocar qui est relativement faible. Et donc on a d'importantes lacunes sur le secteur de Guebwiller, du Songo, dans le secteur de la Plaine. Donc il y aura vraiment un défi aussi d'accompagnement et de renforcement du réseau, notamment périurbain, par rapport à la ZFE. Sachant qu'aujourd'hui on a des parkings de rabattement voiture au niveau des gares, par exemple, des gares TER qui sont déjà en partie saturées. Il y a notamment le cas de Bolvillers qui est connu de tous. Et on a également aussi une certaine densité des aménagements cyclables, mais qui présentent trop de lacunes, trop de trous. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement de la ZFE en lien avec les alternatives au transport. On a également regardé les réseaux de bornes de recharge. Donc là, sur la carte de droite, c'est le réseau de bornes de recharge véhicules électriques ouverts au public. Donc on remarque qu'on a un maillage assez faible, assez lâche. Au niveau des bornes de stations GNV, gaz naturel, notamment pour camions, dans le secteur, il y en a qu'une vraiment importante, hein, c'est au niveau de l'échangeur de Niederelsen. Et on a aujourd'hui pas encore de borne H2 d'homogène.
Mais il y a un projet qui est actuellement en cours hein, sur l'agglomération, dans le secteur de Saussal, mais aussi un travail au niveau de Marsheim. Donc on a beaucoup d'initiatives, et par rapport à la situation actuelle, on a de très importantes marges de progrès. Donc une fois qu'on a dit tout ça, je dirais vraiment un diagnostic un peu froid, l'objectif c'est de vous présenter un petit peu les questionnements, les leviers d'action, les enjeux qui permettront justement de guider l'élaboration d'une ZFE au niveau de l'agglomération et plus largement à l'échelle du territoire sud-Alsace. À toi la parole. Merci. Bon, je regarde la carte que Stéphane a déjà montrée. Et je rappelle l'enjeu numéro 1, c'est la santé. C'est avec cet indicateur-là qu'il va falloir évaluer l'action. Est-ce que notre action, est-ce que notre ZFE, tel que nous l'avons défini, est efficace ou pas? Théoriquement, c'est au nom de la santé qu'on va faire cette évaluation. Ce ne sera pas le seul critère, mais c'est un critère fondamental. C'est au nom de la santé, ce bien public qu'est la santé, qu'on crée la ZFE. Mais on va voir que cette création, elle pose un certain nombre de questions. Questions auxquelles il va falloir répondre dans les mois qui viennent, puisque, encore une fois, 2025, c'est bientôt. Alors, on nous dit, il faut créer une ZFE et donc interdire de circulation les véhicules les plus polluants. Ok. Question 1. Quels sont les véhicules les plus polluants? Alors, on va de 1 à 5. Évidemment, le 5, c'est le plus polluant que le 4. Bon, mais si j'interdis le 5, ça devient le 4 qui est le plus polluant. Il est plus polluant que le 3. Dans ce cas-là, il faut aussi que j'interdise le 3, parce qu'il est plus polluant que le 2, etc. etc. Et donc, tant qu'on n'aura pas que les bagnoles hydrogène ou électriques, en termes d'émissions de NOx, entre autres, ça n'ira pas. Alors cette question-là, elle est simple, mais c'est finalement où est-ce qu'on va mettre le curseur? Qu'est-ce qu'on va interdire en premier? Les 5, c'est évident. Mais est-ce qu'on va au 4? Est-ce qu'on va au 3 très vite? Est-ce qu'on va au 2 très vite? La question, elle reste posée. Elle reste posée parce que l'État a demandé aux agglomérations de 150 000 habitants de mettre en place une ZFE, mais comme on n'est pas en dépassement de seuil ici dans l'agglomération mulhousienne, on a énormément de latitude d'action. Ce sera, on verra après, ça va relever de la discussion, ça va relever éventuellement de la négociation, mais il va falloir faire des choix. Alors c'est toujours beaucoup plus compliqué quand on doit faire des choix, mais au moins ça va nous permettre de mettre en place des solutions qu'on espère adapter à la situation locale. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel véhicule je vais interdire? Alors, à Saint-Étienne, pour l'instant, on a fait le choix d'interdire les poids lourds et les véhicules utilitaires légers. Voilà. Dans d'autres villes, dans d'autres agglos, on a pris tout. Les poids lourds, les véhicules utilitaires légers, les véhicules personnels, et même les motos, les tricycles à moteur, les on prend tout. Mais dans certains cas, comme à Reims, on n'a pas les motos. Donc là aussi, il va falloir faire des choix. Il y a un choix à faire. Quel véhicule, quel type de véhicule, compte tenu de leur rôle dans les émissions globales, quel type de véhicule on considère en premier? Approche large ou pas? Troisième question, selon quel calendrier? Est-ce qu'on veut interdire, on revient à la question première, est-ce qu'on veut interdire très vite le plus grand nombre de véhicules, parce qu'ils sont toujours plus polluants que d'autres véhicules? C'est le cas de Strasbourg, 2028, critère 2. Et vous voyez qu'à Reims, j'ai encore regardé l'arrêté ce matin, le calendrier prévisionnel s'arrête en 2024 avec l'interdiction des critères 2. Il n'y a pas un mot sur l'interdiction des critères 2. On verra bien, classe en voiture, et puis on verra. Et en fonction de l'évaluation qui pourra être faite de la situation, si jamais, en interdisant les 4, les 5, les 4, les 5, les 4, les 3, ça suffit pour revenir à un niveau d'émission correct, sous les seuils, eh bien on pourra peut-être arrêter là. Et puis si jamais ça ne suffit pas, on pourra toujours interdire une catégorie
supplémentaires de véhicules. Donc encore un choix à faire. Autre question, c'est sur quel périmètre? Ah, la question du périmètre, elle est passionnante. Certains, comme Reims, ont fait une ZFE sur un territoire très resserré. C'est le centre-ville, et puis comme on avait un grand axe de circulation, grande pénétrante, on l'a inclus dans la ZFE. Mais le reste de l'agglomération, on a considéré que compte tenu de son caractère plus rural, bon, c'est pas là qu'il y avait le maximum de circulation, donc le maximum d'émissions. Alors on a préféré faire un périmètre resserré. C'est la même chose à Nice. À Nice, où on a vraiment un périmètre resserré. Par contre, dans d'autres agglos, où est-ce qu'il y a une circulation très intense, avec en plus d'autres sources de pollution, etc., comme à Rouen sur la carte de droite, vous voyez qu'on a Rouen, Petit Quevilly, Grand Quevilly, ça c'est du lourd, plus, je ne sais plus, 12 autres communes de l'agglo, et en bleu, c'est les communes qui sont amenées à rejoindre à terme la ZFE. Donc là, on a fait le choix, grande ZFE, c'est le cas à Grenoble, et on l'élargit régulièrement, c'est le cas à Montpellier. On a le choix du grand territoire. Peu importe, je dirais au fond, le périmètre, même s'il faudra définir quel est le périmètre le plus pertinent dans notre agglomération, il faut savoir que de toute façon, la question, elle dépasse très largement la question du périmètre de la ZFE. Stéphane l'a dit, mais il y a des gens qui viennent dans l'agglomération mulhousienne comme des étudiants, ils viennent de tout le département pratiquement. Et des gens qui vont se faire soigner à l'hôpital, les entreprises, les artisans qui ont des marchés sur l'agglomération, les salariés qui habitent dans le Chingo, avec Villers-Royeur, mais qui viennent travailler dans Mulhouse, sans compter toute la population, mais sur intra-agglomération, eh bien, ce sont des gens qui vont être impactés par la mise en place de la ZFE. Puisque leur véhicule, s'il n'est plus au bon niveau de critères définis, eh bien, ne pourront plus rentrer. Donc là, il y a encore un choix à faire, le périmètre, sachant qu'il y aura des impacts forts, bien au-delà du périmètre de la ZFE elle-même. Ah, puis alors là, la question qui passionne, c'est la dérogation. Parce qu'on le voit bien, quand on met des interdictions fortes, aussitôt ça râle. Et puis chaque catégorie de public fait valoir sa situation particulière. Et donc se pose la question des dérogations qu'on va accorder. À qui, pourquoi? Alors, la loi a fixé par décret déjà des véhicules qui de toute façon bénéficient de dérogation, tous les véhicules d'intérêt général, les pompiers, etc. Et puis pour le reste, c'est à la discrétion des agglomérations. Alors on va trouver des dérogations permanentes, des dérogations catégorielles, par exemple les bombes à béton, ce genre de véhicules pour lesquels il n'y a pas d'alternative, on va leur donner une dérogation pendant 3 ans, le temps de voir s'il y a des matériels qui sortent sur le marché, ou le temps de laisser aux entreprises, leur laisser le temps de renouveler leur véhicule. On a ensuite des dérogations individuelles demandées par exemple, des commerçants ambulants, des commerçants sur les marchés, qui ont souvent des vieilles camionnettes. Ceux-là, ils demandent une dérogation, et puis généralement on leur donne. Et puis après, il y a d'autres solutions qui sont adoptées, comme des droits d'entrée dans la ZFE pour des publics qui viennent très rarement. Alors par exemple, vous avez le droit à rentrer, à déroger X fois par an avec votre vieux véhicule. Vous pouvez rentrer. Et puis, au titre des solutions un peu innovantes, j'ai trouvé Montpellier. Alors Montpellier, eux, ils ont fait des voies dérogatoires. Ce ne sont plus des véhicules dérogatoires, mais des voies sur lesquelles, avec ma vieille bagnole, mon vieux camion, enfin vieux tout est relatif, hein, c'est pas une de légitime, mais je vais pouvoir circuler dans le périmètre de la ZFE. Alors pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il y a un réseau de trams qui est assez dense, et donc il s'agit de permettre aux gens qui viennent de l'extérieur de rentrer dans la ZFE, de laisser leur véhicule sur un parking relais, de monter dans le tram et de finir leur trajet en tram. Alors il faut dire que c'est une solution qui marche à Montpellier parce que les gens le font déjà. C'est tellement compliqué de circuler à l'intérieur de l'agglo que quand vous venez de l'extérieur, vous arrêtez à la mousson, puis vous continuez en tram. Et puis dans le genre dérogation, eux ils ont même mis la grande zone commerciale, on dirait économique, hein,
en mauve, là, Saint-Jean-de-Vélas. C'est une zone dérogatoire, il n'y a pas forcément de tramway pour y aller, donc on pourra y aller avec son véhicule. Donc là aussi, il y aura un choix à faire de dérogation. Encore une fois, notre critère fondamental, c'est la santé. Si on octroie trop de dérogations, ben, bien évidemment, les effets en termes d'émissions seront faibles et les effets sur la santé seront faibles également. Donc les dérogations, oui, mais dans la limite du raisonnable, au vu des effets souhaités de la ZFE. Puis il y a une sixième question, quel est le contrôle des interdictions de circuler? Pour l'instant, j'ai encore entendu l'autre jour à la radio un président de l'agglomération qui disait « moi je ne contrôle rien, j'attends que l'État nous mette les moyens à disposition, c'est-à-dire le système de contrôle automatisé qui était prévu pour 2022 de mémoire et qui maintenant est prévu plutôt pour 2024. Il s'agit de pouvoir lire les plaques numérologiques qui renvoient un fichier avec l'âge des véhicules, donc le critère, la vignette critère, pour pouvoir donner une amende pour les contrevenants. Ce système, pour l'instant, n'est pas déployé, n'est pas disponible, donc c'est là aussi les agglomérations qui voient comment faire, sachant qu'ils n'ont pas forcément le personnel ni les moyens pour faire ce contrôle. Donc pour l'instant, peu de contrôle. Donc on a toute une série de questions. Pour pouvoir y répondre, ben, il faut déjà, je l'ai dit tout à l'heure, s'intéresser aux effets sur la santé, sur la qualité de l'air et donc sur la santé des mesures qu'on va prendre. Mais dans ce cas-là, on interdit tout, si la santé c'est le seul critère. Donc il va falloir intégrer aussi, pour répondre à cette question, les impacts ou les effets induits sur les habitants, sur les entreprises, dans la ZFE et hors de la ZFE. Et il faut se poser la question, est-ce que les personnes, les entreprises, est-ce qu'elles ont les moyens de changer ou pas de véhicule? Parce que je peux toujours dire aux gens, changer de voiture, changer de camionnette, changer de camion, ouais, c'est bien, mais si elles n'ont pas les moyens de le faire, ça ne va pas aller longtemps. Alors, en fait, il faut considérer deux formes de réponse à cette question. La première, c'est d'aider le renouvellement des flottes. Ça, c'est quelque chose d'important. Et on a toute une série d'aides de l'État, prime à la conversion, prêt à taux zéro, bonus, surprimes ZFE. Et certaines des collectivités concernées par la ZFE ajoutent des aides. Sachant que, je reprends Montpellier, a fait la liste intégrale de toutes les voitures qui étaient en catégorie 1, en critère 1, critère 2, et qui seraient autorisées après 2028. Comme quoi, c'est pas la peine pour dire, c'est pas la peine d'acheter une voiture neuve à 40 000 €. Vous pouvez aussi trouver une occasion qui rentrera dans la ZFE. Bon, dans ce cas-là, tout de même, qui va porter les efforts du changement? Ce sera l'État, bien sûr, au travers de ses aides à l'achat de nouveaux véhicules, mais ce sera le particulier qui va acheter une nouvelle voiture, un nouveau camion, une nouvelle camionnette. Donc là, on a un effet important, c'est que l'effort, le coût, va être essentiellement supporté, on va dire, par le privé. Une deuxième possibilité, c'est d'offrir des alternatives aux moteurs thermiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va favoriser le report modal. Je me déplace en voiture, je peux aussi utiliser le tram, je peux utiliser le bus, je peux utiliser un vélo électrique, je peux utiliser le covoiturage, etc. Peu importe. Mais, dans ce cas-là, je vais inciter les personnes à ne plus utiliser leur véhicule, voire à ne plus en avoir du tout. Alors, la réponse, dans les faits, ce sera probablement un mixte. Parce que ça pose une question importante, c'est le coût pour les collectivités. Le coût de la temporalité, je dirais. Le coût, parce que créer des lignes de tram, des lignes de métro, des bus à haut niveau de service, c'est très cher. Alors même si là aussi il y aura des aides de l'État, c'est pas évident qu'une collectivité puisse financer 10 km supplémentaires de tram. Et puis la question de la temporalité, c'est que si on prend aujourd'hui la décision de construire à Toulouse une nouvelle
une nouvelle ligne de métro ou à Mulhouse une nouvelle ligne de tram. La décision, on la prend aujourd'hui. La mise en circulation du premier tram sera dans 6, 7 ans, 10 ans, alors que la mise en place de la ZFE, c'est 2025. Donc il y a un décalage temporel qui a. En fait, dans la réalité, dans ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir faire un mixte. Un mixte entre j'accompagne le renouvellement de flotte pour avoir des véhicules plus propres, et puis j'offre des alternatives qui vont permettre aux gens de se déplacer en recourant moins à leurs véhicules, en utilisant plus les transports en commun, le vélo, la marche à pied, etc. Et c'est là où ça peut devenir un outil très intéressant, Stéphane l'a dit, mais j'insiste, c'est qu'il faut aussi saisir de cette voie comme une opportunité pour revoir la place des voitures en ville. Remplacer toutes les bagnoles thermiques par des voitures hydrogène ou électriques, ça n'a pas grand intérêt. En termes d'urbanisme, moi je préfère une ville où il y a beaucoup moins de voitures, beaucoup plus de place pour des arbres, pour des piétons, pour les cyclistes, pour pouvoir déambuler tranquillement dans la ville. Donc il faut faire un mix entre les deux et se dire, bon ben, je ne peux pas chasser les voitures, c'est pas souhaitable, c'est pas possible, mais je vais quand même faire quelque chose qui va me permettre de regagner de l'espace, de reconquérir une partie de l'espace qui va me permettre de faire une ville apaisée, une ville plus sympa, une ville qui pourra lutter par les îlots de chaleur, parce que là où il y a de la bagnole, je vais mettre des arbres dans certains cas, etc., etc. Alors, les travaux qu'on a fait avec Stéphane montrent que dans les agglomérations qui ont déjà mis, les 10 agglomérations qui ont déjà mis en œuvre une ZFE, il y a deux conditions sine qua non. C'est d'informer le public, qui n'est pas toujours très bien informé, voire qui est désinformé. Sur Internet, ça va vite. Et puis, il y a un enjeu fondamental, et c'est pour ça qu'il faut lancer la dynamique très vite. C'est ce qui est fait dans l'agglomération toulousaine, c'est qu'il va y avoir toute une série de concertations, il va y avoir toute une série voire de négociations avec les territoires proches, il faut au moins discuter parce qu'ils vont être impactés, avec les entreprises qui vont être impactées, avec les branches, les syndicats, les associations. On ne sait jamais qui va s'inviter dans le débat, mais une chose est sûre, c'est que si on veut accroître l'acceptabilité du social, l'acceptabilité sociale d'un dossier que tout le monde dit risqué, eh bien, il faut se lancer à la fois dans l'information et dans des actions de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Et j'en ai fini. Et maintenant, on est prêt à répondre à toutes vos questions, toutes vos remarques. Alors, monsieur Bourdier, madame,